Voilà, rebonjour à tous, et en particulier à ceux qui nous suivent sur la page Facebook d'Eurolarge en live. On va poursuivre cette journée donc consacrée à la fabrication additive et à l'impression 3D. On a vu juste avant le déjeuner les projets menés par Absolute avec sa fabrication de foils par robot. Et bien on va explorer et approfondir cette technique avec Denis Cartier, qui est responsable des études composites chez Coriolis, qui est, alors tout à l'heure, ce matin, on avait une rockstar la fabrication additive, et bien là, on a le Apple de la fabrication additive dans la région de Lorient avec Coriolis. Et donc, c'est Denis Cartier qui va nous expliquer un petit peu plus, de manière un peu plus approfondie, la technologie qu'on a vue à l'œuvre avec le projet Absolute. Denis, c'est à vous. Merci Pierre-Yves. Donc, bon après-midi à tous. Je vais essayer de ne pas trop vous endormir. Donc, j'ai préparé une présentation avec un maximum de photos. Donc, je m'excuse pour l'anglais, c'était plus facile et ça prenait moins de temps que de tout traduire en français parce que la base, elle est en anglais chez nous. Donc, je vais vous présenter très brièvement, parce qu'en 10 minutes, on pourra pas, ou en 15 minutes, on ne pourra pas aller très loin, le placement de fibres robotisé. Alors, je trouve le bon bouton. Donc, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vais vous présenter dans cette présentation? Donc, je vais vous faire une rapide introduction à l'AFP. Ma patronne ne serait pas contente si je ne présentais pas brièvement l'entreprise quand même. Donc, je vais faire quelques transparents là-dessus. Et puis quelques idées que nous avons sur l'industrie nautique ou d'applications dans l'industrie nautique. Et quelques vidéos si on a le temps, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, donc on verra bien. Pour la petite histoire, je vous présente deux photos de deux générations de machines. Donc, en bas à droite, les machines, ce qu'on appelle C1, les machines un peu à tout faire. Et puis en haut à droite, les machines de plus grosse capacité pour faire des pièces plus grandes. Donc, excusez-moi pour la référence à Wikipédia, mais donc il n'y a pas de source idiote. Donc, si on regarde, si on utilise Google et on regarde dans Wikipédia, qu'est-ce que l'AFP? Bien brièvement, l'AFP, c'est l'art de couvrir une structure, une surface en petits rectangles de petites mèches de carbone. Donc, c'est comment on fait pour mettre des mèches côte à côte pour remplir une surface plus ou moins compliquée, et ce, grâce à un moyen automatisé. Donc le niveau technique de base de l'AFP, c'est niveau maternel. Je découpe des petits rubans de carbone que je mets dans un cambre et je vais les déposer sur une surface plus ou moins complexe. Donc c'est quand même un certain art. Hein. On a évolué depuis la maternelle. On ne va pas faire ça à la main, puis on ne va pas découper avec des ciseaux. Le but du jeu, donc, c'est de faire ça sur des phases plus ou moins complexes. Donc, si on fait un petit zoom sur la techno, donc on prend un robot dans le commerce, on vient ajouter quelque chose. On a une tête de dépose qui va rouler sur un outillage. Et qu'est-ce qui va sortir de la tête? Donc nos petits rubans de carbone, donc les voici, hein, c'est des mèches. Donc là, on voit une tête, 8 mèches, donc on peut les compter. Ce sont des mèches de 6,35 mm, donc quart de pouce. On vient de l'industrie aéronautique, donc le standard est quand même en unité impériale. Donc on dépose du quart de pouce côte à côte. Donc là, c'est une tête qui peut déposer des bandes de 50 mm par bande à la fois. Chaque petite mèche est démarrée et coupée de façon individuelle, donc ça nous permet de faire pas mal de choses assez intéressantes. Et pourquoi on utilise 8 mèches de quart de pouce plutôt que d'utiliser une bande de 50 mm de large? C'est juste que le fait d'utiliser des fibres ou des mèches fines nous permet d'avoir des trajectoires beaucoup plus compliquées et courbes dans l'espace, alors qu'une bande, on sait la faire, on lui fait suivre une trajectoire qu'on appelle géodésique, c'est-à-dire qu'on va tout droit sur la surface. Donc là, ça nous permet de faire des trajectoires courbes. On peut faire faire à la mèche, on peut lui faire des trajectoires bien définies. Donc évidemment, ça a des limites. Mais c'est le principe de base. Donc l'AFP, c'est quoi? C'est je dépose des mèches fines ou peu larges qui sont capables d'être stirées, d'être tordues dans le plan pour
construire ma surface au fur et à mesure qu'on avance. Donc voilà le principe de base. Un petit exemple de ce que ça donne quand on commence à faire des pièces un peu compliquées. Donc la photo du haut, elle est très belle, je trouve. Donc c'est un zoom qu'on a fait sur une pièce qui vole, en fait. C'est une pièce de nacelle de moteur. Et donc là, on voit bien l'intérêt de l'AFP dans des pièces de ce type. Donc on voit donc, dans la direction 90 des bandes côte à côte, mais chaque bande est constituée de 8 mèches à chaque fois. Et puis la pièce, c'est une pièce qui est très tordue, elle est doublement courbée. Donc à un moment ou à un autre, on introduit des défauts dans la pièce, parce que quand on va dévier trop par rapport à l'orientation de référence, il va falloir redresser ça. Donc on introduit des défauts. Donc nous, on n'aime pas parler de défauts, parce que défauts, c'est péjoratif. Donc on parle de singularité. Donc ce matin a parlé de singularité pour les porosités. Donc nous, c'est pareil, on crée des singularités dans la pièce. Donc on voit par exemple, lorsqu'on va sectoriser, donc on va couper la surface doublement courbée, on va introduire des petits triangles dans la surface, donc dans le covering. Puis là, on voit qu'il y en a un ici, puis les trajectoires ne sont pas droites, quoi. On voit que le fait de pouvoir faire tourner la mèche est intéressant. Donc si on va dans un cas extrême, on peut carrément faire... Donc la machine, elle n'a pas de limite, hein. La limite, c'est le matériau qu'on met en œuvre. On peut lui faire carrément des 180 degrés. Donc là, pour un type de pièce, ça peut être intéressant. L'autre avantage de l'AFP, c'est comme je disais tout à l'heure, chaque mèche est coupée et réacheminée à la demande. Donc on peut faire des trous dans une pièce. Donc on peut se permettre de faire des contours internes avec des lâchers de fibres. On peut faire des renforts locaux. Après, si on veut optimiser des surfaces, on peut avoir des orientations variées. Donc là, on voit... Ça peut ouvrir des applications où la fibre sur un même pli va être désorientée d'une façon plus ou moins contrôlée, de façon à optimiser la pièce. Et on peut coupler ça aussi avec du formage. Donc s'il y a des géométries qu'on ne sait pas faire, on peut coupler ça avec du formage. Donc l'AFP, on vient draper dans un moule avec une tête qui a un certain volume. Donc la première contrainte qu'on va avoir, c'est qu'il faut faire entrer la tête dans le volume. Il faut faire conformer le rouleau sur la surface. Donc ça, c'est une des contraintes que l'on a. Donc l'AFP, c'est de la fabrication additive. Hein, donc on est d'accord, on vient ajouter des couches. Christophe Ballet me disait à midi que en fait, c'est une technique par sédimentation. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va mettre des couches les unes sur les autres et on va construire notre solide, construire notre roche au fur et à mesure qu'on va draper des plis. Donc on peut faire des pièces planes, on peut faire des pièces où on va plane mais où on va désorienter les fibres, on peut faire des pièces en 3D. Donc là c'était un exemple de projet qu'on a fait avec Cooper Standard et Compositique localement, où on venait faire des renforts de pièces automobiles. On vient faire une ceinture de fibres en fibre continue. On sait utiliser tous les types de matériaux. On sait mettre en œuvre du thermodur, du thermoplastique, de la fibre sèche. Je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Mais la clé du succès aussi, c'est que tout est programmé à l'avance, hors ligne. C'est-à-dire qu'il y a un temps de programmation avant de réaliser la pièce. Donc il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on a un robot, on appuie sur un bouton et que la pièce sort tout de suite, comme par magie, du sac, du chapeau du magicien. Non, il y a un petit peu de travail, voire un grand peu de travail avant pour bien concevoir la pièce. Donc Coriolis, qui on est? Donc on est une PME, on est implanté à Kévin, on a quand même on a des clients partout dans le monde. Donc on a des clients en Russie, en Chine, en France, en Allemagne, un peu sur ça. Donc là où on a des clients au Canada aussi, on a ouvert des bureaux pour soutenir nos clients et puis pour faire continuer la prospection commerciale. Et sinon, on essaie d'avoir une couverture mondiale par un intermédiaire d'agents. Donc, quelques-uns de nos clients, donc je ne vais pas tous les passer en vue, ça ne sert à rien, puis on n'a pas le temps. Une chose qui est à noter là-dedans, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de notisme, n'arrive pas dans notre base de clientèle. Donc, il faut qu'on y travaille. Donc voilà, grosso modo, comment sont répartis nos clients dans le monde. Donc voilà, en Chine, c'est principalement Comac et Avic, donc c'est l'aviation civile.
Au Canada, en Amérique du Nord, c'est Bombardier, donc pour faire des avions, pareil. Et puis après, c'est soit des avionneurs, des fournisseurs de rang 1 ou des centres de recherche. Donc voilà, donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail dans la technologie Coriolis, donc comment ça se passe comme, si je décris une machine un peu plus près, comment ça se passe. Donc on commence par la matière première qui nous arrive en bobine, donc on reçoit des bobines plus ou moins grosses, on les charge dans la machine dans un cantre, donc une armoire porte-bobine. Comme l'a très bien dit ce matin Adrien, cette armoire a un environnement contrôlé, donc elle est contrôlée en température. L'humidité est contrôlée par le domaine environnement, donc en général on est installé en salle blanche. Des bobines, on va avoir un système de réacheminement des tuyaux jusqu'à la tête de dépose. Donc la tête de dépose va rouler sur l'outillage. On a quand même besoin d'un moule, mais celle-ci va rentrer en contact, on va rouler sur l'outillage. Et le fait d'avoir ce gros tuyau, là, ce tube flexible, ça nous permet de simplifier la machine à l'extrême parce que quand le robot avance, le tuyau va s'allonger. Quand il se recule, il va se replier. Ça veut dire qu'on a une distance curviligne de la fibre entre le cantre et la tête de dépose qui est constante. Donc en fait, dans le cantre, il sait faire qu'une seule chose, c'est dévider de la bobine. Nos machines concurrentes qui utilisent des systèmes de poulies, par exemple, si la tête avance, il dévide, mais si la tête recule, il rembobine. Donc ça peut poser des problèmes. Donc ça simplifie la machine à grand coup. On a parlé de la tête de dépose, donc voilà un grand plan de la tête de dépose. Les fibres, ils arrivent par là. On a aussi très bien vu sur les vidéos qu'a présenté Adrien tout à l'heure qu'il y avait une petite lampe infrarouge pour faire chauffer la matière, pour augmenter sa pégosité, pour que les plis collent les uns sur les autres. Donc ça, c'est en cas de pré-preg en thermodure. Si on veut utiliser du thermoplastique, en fait, il va falloir faire fondre la matrice du composite. Donc pour ça, on va atteindre des températures de surface beaucoup plus élevées. Donc pour du PIC, par exemple, on parle des températures de 400-420 degrés. Tout ça en continu par rapport à la vitesse de dépose. Donc, au lieu d'avoir une petite lampe infrarouge, on met un laser de haute puissance. Donc, à Compositique, si vous avez l'occasion d'aller le voir, c'est un laser de 6 kW. Ça nous permet de chauffer la surface ou de chauffer les mèches qui arrivent et le substrat à des températures supérieures à 400 degrés. Ça, c'est contrôlé. En fait, tout est fonction de la vitesse. Donc, on a une petite boucle d'asservissement, une petite boucle verte. Donc la machine est capable d'utiliser les trois types de matériaux. Alors on dit qu'on est aussi capable d'utiliser de la fibre sèche. C'est un petit abus de langage. Donc la fibre, elle n'est pas complètement sèche. Il y a un petit ajout d'éléments liants, d'un binder à l'intérieur qu'on vient activer aussi. Donc grosso modo, souvent ce sont des fibres poudrées ou qui sont recouvertes d'un voile qu'on vient faire fondre avec le laser, encore une fois, pour faire coller les plis les uns sur les autres. Et donc voilà, le rouleau est en contact avec la surface, et ainsi de suite. Et le tout est embarqué par un système robotisé. Donc là, on a un exemple d'une machine où on a un robot 6 axes qui est monté sur un axe linéaire. Mais le principe de la base de la machine est tout le temps le même, c'est-à-dire qu'on a une plateforme avec un robot où on a un cantre qui est attaché à une tête, et la tête de dépose est embarquée par le robot, pardon. Et le tout était monté sur un axe linéaire. Si besoin, on peut rajouter un axe rotatif externe pour faire des pièces encore plus compliquées. Donc voilà, deux exemples de machines. Donc, comme je le disais précédemment, on est capable de faire soit du thermodure, soit du thermoplastique, soit de la fibre sèche. Ce sont des machines qui sont vendues quasi exclusivement dans le milieu aéronautique, à part quelques centres de recherche. Donc ça, c'est la machine de nouvelle génération. Il en existe 4 dans le monde. Elles sont utilisées pour faire des parties de fuselage de l'Airbus A350. Ce sont des machines 24 mèches, donc ils commencent à parler de forte largeur, c'est 150 mm de large à la fois. Cette machine-là, j'ose pas trop utiliser le terme mobilette, mais c'est un peu ça quand même. C'est la machine qui a l'encombrement de tête la plus petite et qui nous permet de faire des pièces relativement compliquées. Donc ces machines-là, on en a 5 chez Safran qui font des pièces de nacelle en fait. En série, ils tournent en 3/8, 5 jours sur 7. Donc ça, c'est un exemple de démonstrateur de pièces de nacelle. Donc c'est quand même la success story. Ils sont capables de faire un peu tout. Ils sont capables de faire des pièces compliquées. On s'est drapé sur des nidas. On s'est monté une rampe de nida avec la bonne qualité, et ainsi de suite. Donc c'est des machines assez versatiles. Et leur encombrement de tête permet de faire des choses assez compliquées, y compris la pièce qu'on a vue ce matin chez Absolute, où le coût de la partie coudée est assez
compliqué. Pour arriver à faire ça, il nous faut un logiciel adapté à la programmation de ces machines. Donc il y a 3 grandes étapes dans la programmation d'une pièce. La première étape, c'est le design, donc c'est-à-dire dessiner les petits rectangles, dessiner les fibres une par une sur la surface qu'on va draper. Donc là, on part de données d'entrée qui sont souvent du CATIA, des choses comme ça. On analyse la surface, on va dessiner les petits rectangles de chaque mèche, on va en définir une trajectoire outil. À partir de la trajectoire outil, on va regarder s'il y a des problèmes de singularité ou s'il y a des problèmes de fabricabilité. C'est-à-dire que si on a un rayon de courbure trop élevé, par exemple, on va savoir que ça ne sera pas bon en termes de qualité. Donc, on va pouvoir revenir sur le design pour refaire ce qu'on appelait la sectorisation. On va pouvoir voir s'il y a des collisions entre la tête et l'outillage, des choses comme ça. Et un point qui est assez important, et je vais revenir dans le transparent d'après, c'est qu'on est capable de faire des exports à ce moment-là de la couverture de la surface par les fibres vers des logiciels d'éléments finis. C'est-à-dire qu'on est capable de commencer des boucles de calcul au moment de la conception de la pièce, ce qui permet de faire des itérations vers l'optimisation. Pour l'instant, ce n'est pas une optimisation automatique, mais on est capable de faire des boucles de design avec le calcul pour revenir sur les aspects sectorisation. Et la troisième étape, c'est à partir du moment qu'on a défini la trajectoire outil, donc c'est les petites croix sur la surface, là, il faut déterminer, on fait une simulation inverse de tous les axes du robot et de la machine pour voir comment on va faire rentrer. Donc là, c'est un exemple un peu provocateur exprès, c'est un exemple d'entrée d'air imaginaire qu'on serait capable de faire, c'est faire rentrer la tête dans le moule de dépose, lui faire draper sur l'extérieur, et tout ça sans avoir de collision, évidemment, parce que la machine est un peu trop chère pour s'amuser à la faire rentrer dans le moule tous les jours. Donc voilà. Donc je parlais brièvement des boucles d'optimisation. Donc nous, on a des données d'entrée qui viennent souvent de CATIA, des choses comme ça. Mais donc je ne sais pas si vous pouvez voir sur la photo, mais là sur la photo, on a dessiné les petites mèches, mais on a aussi décidé de mettre des coupures ici. Comme on peut couper et réacheminer, on peut décider ça. Et donc grâce à ça, donc on peut faire un programme machine, mais on peut aussi faire une boucle d'optimisation vers les exports FEM. Donc on peut revenir au design initial, c'est-à-dire que ça nous est arrivé plusieurs fois où, en faisant le premier design, on s'est rendu compte que la pièce était trop performante. Et donc chez les avionneurs, 1 kg, ça coûte 1 000 €. Donc si on peut faire gagner quelques plis, on y va. Donc on a fait plusieurs boucles d'optimisation. On a gagné environ 20 à 30% de la masse sur la pièce en question. Donc tout le monde était content. Et aussi, on peut faire des exports vers d'autres métiers. Donc ça, c'est un peu nouveau pour nous, mais donc on voit de plus en plus, on peut faire des drapages à plat au plan qui sont plutôt rapides, puis aller vers des logiciels de formage, par exemple, où on pourrait prédire comment on peut former ou estamper une pièce donnée à différentes... et donc, on peut utiliser les avantages du placement de fibres pour optimiser le formage. Par exemple, on peut introduire une coupe à un endroit. Si on avait un endroit où on avait 2 plis qui se verrouillent, on le coupe. On met, s'il faut, un petit patch pour assurer l'intégrité physique, mais on peut améliorer la partie optimisation des métiers qui sont après nous. Donc ça, on peut le faire sur du formage, mais on peut aussi le faire sur des simulations d'imprégnation, sur des logiciels ou des analyses de retour élastique après polymérisation, par exemple. C'est un gros problème pour certaines pièces aéronautiques. Et puis on peut faire aussi des cales de structure, des crashs un peu plus compliqués. Donc ça, c'est un aspect qui est assez important, c'est-à-dire que le fait qu'on soit obligé de passer par une boucle de programmation, ça coûte cher, mais c'est aussi des opportunités pour l'optimisation. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette technologie-là dans l'industrie marine? Donc, alors, il faut savoir que donc, la photo est floue, c'est fait exprès. Pour ceux qui les connaissent, vous reconnaîtrez peut-être Clémentine Gallet, Alexandre Hamelin et puis Yvan Hardy. Donc, ce sont les 3 fondateurs de Coriolis. Et donc, Coriolis est né, a été créé sur l'idée de faire des coques de Mini
de façon automatisée. Donc, voilà, Clémentine a eu la bonté de me prêter, de me donner cette photo pour que je la montre ici. Donc ils sont allés assez loin quand même. Donc ça, c'était dans les années 95, 96, 97. Donc ils avaient fait une maquette sur un petit banc d'enroulement filamentaire vers Mulhouse, quelque chose comme ça. Et ils sont allés jusqu'à un mini échelle 1. Donc ils ont fait une coque de mini qu'ils ont présentée au GEC en 97 ou 98, je crois. Donc bon, le mini a jamais flotté parce qu'il y avait quelques trous dedans, mais donc le Coriolis est quand même né de cette idée-là. Après, on peut penser je reviens un petit peu en arrière parce que la photo m'a un peu détourné ce que je veux dire. Donc hulls, bulkhead, donc des badauds, comment on appelle ça en français, un bulkhead, des cloisons. Pourquoi j'ai mis cloison là-dedans? C'est parce qu'on pourrait exploiter le fait qu'on puisse faire, c'est mes trois derniers transparents, qu'on puisse faire des trajectoires courbes pour optimiser les cloisons en fait. On n'est pas obligé de mettre des plis à plus ou moins 45-90, on peut faire des trajectoires courbes. Donc une cloison, ça pourrait être un peu plus travaillé que ce que ça ne l'est actuellement. On pourrait imaginer des fibres qui font le tour d'un trou d'homme par exemple, des choses comme ça. Alors des espars. Alors attention, on parlait de longueur de taille de machine ce matin. En fait, il n'y a pas de limite. On a fait des concepts de machines sur 80 mètres pour faire des pales d'éoliennes. Donc le fait est qu'on ait un petit robot et un cantre qui se promènent sur un rail. Le rail, on peut acheter des rails, ça s'achète au mètre, quoi. Donc on peut voir. On a fait donc ça c'est une machine qui fait de la production donc c'est une pièce aéro, mais qui fait de la production de longerons en C, en fibre sèche, qui est installé en Russie. Le longeron, là, on le voit mal, mais il fait 17 mètres de long, là. Donc ça commence à causer un petit peu. On peut faire des voiles. Donc, excusez-moi, ça a déjà fait par quelqu'un d'autre. Vous les connaissez tous mieux que moi, j'imagine, 3DL. Donc, excusez-moi, j'ai pas pu résister à la photo du robot. Mais en fait, il est comme ça maintenant, le robot à Norcell. Il est un peu plus évolué que qu'on l'a vu. Et donc, on peut imaginer optimiser des voiles. Donc, c'est un peu ce que je disais sur les cloisons. Et eux, ils sont allés déjà, vous la connaissez certainement, la technologie TPT. Ils sont déjà allés ils ont passé le stade de la voile. Ils font déjà des panneaux, des structures. Ils utilisent le fait que les couches qu'ils déposent soient très minces pour avoir des propriétés mécaniques encore plus élevées et un peu plus optimisées. Et puis des foils. Donc voilà. Vous avez vu la très belle présentation de Luc et d'Adrien ce matin. Donc les foils. Il y a une méthodologie qui a été développée par Absolute sur la réalisation de foils en utilisant nos robots. Donc ces foils ont été faites en utilisant notre machine. Je dois leur dire que Absolute, en fait, il alloue la machine. Donc nous, on a eu très peu d'intervention là-dedans. Ils ont juste acheté du temps machine et ils ont fait un très beau travail. Il faut quand même que je conclue par des points un peu négatifs. Donc, outre le prix de la machine, donc, je suis sûr qu'on va avoir les questions, mais donc, outre le prix de la machine, il y a quand même deux grands nerfs de la guerre pour arriver à appliquer cette technologie dans le milieu marine. De mon point de vue, c'est le coût des matériaux. Un matériau aéronautique coûte 160 € du kilo. Je pense que vous n'êtes pas prêt à mettre ça pour faire des pièces de bateau. Donc c'est certainement une enclume pour écraser une mouche, ça c'est sûr. Et puis il y a quand même pas mal de temps qui est passé à programmer la machine. Donc c'est pas, comme je disais, c'est pas magique, on n'appuie pas sur un bouton. Donc pour faire des pièces one-off, ça peut augmenter le coût de la pièce de façon assez importante quand même. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. Quelques vidéos qu'on pourra voir peut-être en background si on veut. Sinon, je serai très content de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Vous allez venir, même pour 2 minutes, vous asseoir dans la lumière. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. J'en ai une, sur le coup, forcément. Ouais. Surtout plutôt sur la méthode. Vous avez expliqué qu'Absolute louait une machine. Vous vendez vos machines aussi, on a compris. Notre but premier, c'est de vendre des machines. On est fabricant de machines. Ouais, donc je suis une petite écurie de course, mais j'ai des idées.
Je peux venir vous voir quand même ou comment Alors, vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez Parce aller que les voir. patrons sont passionnés de voile. Ouais, Alors, vous pouvez aller voir Yves Groins aussi, qui a une de nos machines. Puis, donc, oui, tout à fait. On peut évaluer la possibilité. Après, nous, on a un bureau, ce qu'on appelle le bureau d'études composites, qu'on évalue la faisabilité. Après, on n'hésite pas à renvoyer vers des gens qui ont les compétences. Donc, compositique, évidemment, sont certains. Nous, on a une machine à disposition qu'on loue pour ça. On a des ingénieurs de programmation si besoin. On a aussi, il y a plein de centres en France. Il y a Composite à Dour, il y en a d'autres. Donc, moi, mon but, c'est de persuader les gens que c'est la meilleure méthode pour faire leurs pièces. Donc, parce que comme ça, il y aura un marché qui va s'ouvrir et puis on va vendre une machine. Donc voilà, c'est ça, quoi. Je fais de l'avant-vente. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui viennent nous voir? Non, pas beaucoup. Non. Après, il y en a quelques-unes. Je pense que le fait que Absolute a mis le pied dedans, ça a créé des intérêts, des questions. Donc, il y a des gens qui viennent nous voir, on répond à leurs questions, mais on n'est pas forcément capable d'aller beaucoup plus loin, malheureusement. D'accord. Toute dernière question, est-ce qu'on peut imaginer à terme qu'il y ait d'autres matériaux que la fibre de carbone Ah oui, on met déjà en œuvre de la fibre de verre dans le milieu automobile. Donc oui, c'est pas ouais, non. Le seul truc qu'on a d'un peu de mal, c'est le Kevlar, parce que c'est difficile à couper. Mais bon, le verre, on y arrive encore, des choses comme ça. Non, notre but, nous, c'est d'essayer d'ouvrir des marchés. Donc si jamais il faut qu'on fasse quelques modifs, il faut qu'on fasse des essais pour développer la techno, on fera les modifs qu'il faut faire. Très bien. Merci bien. Une autre question? Pas d'autres questions? Alors on va passer à la suite du programme parce qu'on est déjà en retard. Merci beaucoup. On peut vous applaudir encore une fois. Non, c'est pas vous. Hein. On a commencé tard.